suis arrivée au dîner d'anniversaire de mon petit-fils avec un faux plâtre au bras. Tout le monde m'a demandé ce qui s'était passé. « Vous allez voir », ai-je dit doucement. Ma belle-fille Céline a pâli. Hier soir a été un peu difficile, alors j'ai dû lui donner une petite leçon. À ce moment, on a sonné à la porte. J'ai souri et j'ai ouvert. « Messieurs les inspecteurs, entrez s'il vous plaît. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre pays dans les commentaires. Likez et abonnez-vous à la chaîne, mais laissez-moi vous raconter comment nous sommes arrivés à ce moment. Car cette histoire a commencé il y a 3 ans, quand j'étais encore une idiote qui croyait que la famille était tout. Je m'appelle Françoise Durand, j'ai 55 ans, et jusqu'à récemment, je pensais être une femme chanceuse. Je vivais dans une belle maison à Lyon, avec mon fils Antoine de 30 ans et sa femme Céline de 27 ans. Après être devenue veuve, il y a 5 ans, ils ont insisté pour que j'emménage avec eux. « Maman, tu ne peux pas vivre seule, » disait-il. « Nous avons besoin de toi ici. » Quelle naïve j'ai été de les croire. Mon mari Henri m'avait laissé un héritage considérable, la maison, des économies et une assurance vie qui totalisait près de 800 000 €. C'était suffisant pour vivre confortablement et aider ma famille quand c'était nécessaire. Le problème, c'est que nécessaire est devenu constant. Le premier signe est arrivé 6 mois après avoir emménagé avec eux. Antoine s'est approché nerveusement un après-midi d'avril de l'année dernière. « Maman, nous avons une situation. Mon entreprise de consulting a des problèmes de trésorerie. Nous avons juste besoin de 30 000 € pour 2 mois. » Comme toute mère qui aime son fils, j'ai accepté. Les chèques se sont étendus bien au-delà de 2 mois. En juin, Céline avait besoin d'argent pour des cours qui révolutionneraient sa carrière. 20 000 €. En août, problème avec la voiture. 15 000 de plus. En octobre, opportunité d'investissement unique. Encore 30 000. En novembre de l'année dernière, j'avais déjà prêté 115 000 € qui s'étaient apparemment évaporés. Chaque fois que je demandais l'argent, Antoine changeait de sujet ou m'assurait que bientôt nous réglerions ça. Mais ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, s'est passé en décembre. C'était un dimanche matin. Je préparais du café quand j'ai entendu Antoine et Céline parler dans leur chambre. Leur voix arrivait clairement par la ventilation. « Quand penses-tu que la vieille va mourir ?» a demandé Céline avec désinvolture, comme si elle parlait de la météo. Céline ne dit pas ces choses. Pourquoi pas? Elle a 55 ans. Elle peut vivre encore 30 ans. Nous ne pouvons pas attendre si longtemps. Que suggères-tu? Que nous trouvions des moyens d'accélérer les choses. Ou au moins nous assurer que quand le moment viendra, tout sera légalement arrangé. Je suis restée figée près de la cafetière. Ma propre belle-fille parlait de ma mort comme si c'était un inconvénient financier. « Je peux pas croire que tu dises ça », a murmuré Antoine. « Antoine, combien d'argent lui avons-nous déjà soutiré? 115 000. Et combien de plus pouvons-nous lui soutirer sans qu'elle soupçonne? Je ne sais pas. Peut-être encore 50 ou 70 000. Et après? Nous attendons qu'elle meure naturellement, pendant que nous payons un loyer dans cet endroit? Pendant que nous la regardons dépenser notre argent en bêtises? Notre argent, comme s'ils avaient travaillé un seul jour pour le gagner. Cette conversation a tout changé. Je suis montée discrètement dans ma chambre et pour la première fois en moi, j'ai fermé la porte à clé. J'avais besoin de temps pour traiter ce que j'avais entendu et décider quoi faire. Car une chose était sûre. Françoise Durand n'allait pas rester assise à attendre que sa propre famille planifie sa mort. Durant les semaines suivantes, j'ai observé Antoine et Céline avec de nouveaux yeux. Chaque sourire, chaque « comment vas-tu maman ?» chaque geste de tendresse apparente sonnait maintenant faux. C'était comme vivre avec des acteurs qui jouaient le rôle d'une famille aimante. En janvier de cette année, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis que j'avais emménagé avec eux. Vérifier mes finances complètement seule. J'ai dit à Antoine que j'avais un rendez-vous médical et à la place, je suis allée à la banque. Marc Leblanc, mon conseiller financier, m'a reçu avec surprise. « Madame Durand, ça fait des mois que je ne vous ai pas vu sans monsieur Antoine. » C'est précisément pour ça que je viens, Marc. J'ai besoin de vérifier tous mes mouvements financiers sans l'aide de personne. Y a-t-il un problème? J'espère que non,
Mais je veux être sûr. Ce que j'ai découvert était pire que ce que j'imaginais. En plus des prêts dont je me souvenais consciemment, il y avait de petits retraits réguliers que je ne reconnaissais pas. 500 € ici, 1000 là, toujours les vendredis quand j'étais à mon cours d'aquagym. Marc, ces retraits, je les ai pas autorisés, madame. Tous ont été faits avec votre carte et votre code. Vous vous en souvenez pas? Je me suis alors souvenu qu'Antoine m'avait aidé à mémoriser mon nouveau code après la mort d'Henri, pour les urgences. Maman et moi, confiantes, je lui avais donné. Combien totalisent ces petits retraits? Au cours de la dernière année, environ 28 000 €. 28 000 € volés à mon insu. Ajoutés aux 115 000 des prêts, ça faisait déjà 143 000 €. Ma respiration s'est accélérée. Marc, j'ai besoin de faire quelques changements immédiatement. J'ai changé tous mes codes, annulé les cartes additionnelles, ouvert un nouveau compte dans une autre banque et transféré la majeure partie de mon argent là-bas. J'ai laissé seulement le minimum dans le compte original pour ne pas éveiller immédiatement les soupçons. Quand je suis rentrée à la maison cet après-midi-là, Antoine m'attendait dans la cuisine avec un sourire qui me paraissait maintenant sinistre. « Comment ça s'est passé chez le docteur, maman ? » ?»« Bien. »« Mon fils, tout est normal pour mon âge. Tu es sûr ? T'as l'air un peu agité. » C'était incroyable comment il avait perfectionné l'art de paraître inquiet quand en réalité il sondait l'information. Juste fatigué par le trafic. Céline est apparue depuis le salon. « Françoise, nous pensions que peut-être tu devrais considérer qu'Antoine t'accompagne à tes rendez-vous médicaux. À ton âge, c'est important d'avoir du soutien. À mon âge, comme si 55 ans était synonyme d'incapacité mentale. »« Merci, ma chère, mais je peux gérer mes affaires parfaitement. »« Bien sûr que tu peux, » a dit Antoine rapidement, « mais nous nous inquiétons pour toi. » Ce soir-là, allongé dans mon lit, j'ai réfléchi à ma situation. Je vivais avec 2 personnes qui m'avaient volé 143 000 € et parlaient avec désinvolture de ma mort, comme si c'était une transaction commerciale. La Françoise d'avant aurait confronté Antoine directement, aurait pleuré, aurait supplié pour des explications. Mais cette Françoise était morte dans la cuisine quand j'avais entendu cette conversation. La nouvelle Françoise était plus intelligente, plus calculatrice, et avait décidé que s'il voulait jouer à voler et manipuler, elle aussi pouvait jouer. Sauf qu'elle était meilleure à ces jeux qu'il ne l'imaginait. Le lendemain, j'ai commencé mon propre plan d'investigation. J'ai discrètement engagé un détective privé pour enquêter sur les finances d'Antoine et Céline. Il avait besoin de savoir exactement comment ils dépensaient mon argent, parce que s'ils allaient me traiter comme une ennemie, ils découvriraient qu'ils avaient gravement sous-estimé leur adversaire. Le détective privé que j'ai engagé s'appelait Pierre Moreau. C'était un homme d'environ 50 ans, ex-policier, avec cette manière directe de parler qui m'inspirait confiance. Nous nous sommes rencontrés dans un café discret du centre. « Madame Durand, que voulez-vous savoir exactement ? » ?»« Tout. Comment ils dépensent l'argent qu'ils m'ont pris ? S'ils ont des dettes ? S'il y a d'autres personnes impliquées. Je veux une photographie complète de leur vie financière. Vous soupçonnez quelque chose de spécifique ? » Je lui ai raconté les retraits non autorisés et les prêts jamais remboursés. Je n'ai pas mentionné la conversation que j'avais entendue sur ma mort. Ça sonnait trop dramatique, même pour moi. « Ça va me prendre environ 3 semaines pour avoir des informations complètes, m'a dit Pierre. Votre famille soupçonne que vous enquêtez ? Je crois pas, mais ils sont plus rusés que je ne pensais initialement. Pendant que j'attendais les résultats de Pierre, j'ai continué ma routine normale, mais en observant tout avec plus d'attention. Je me suis rendu compte de choses que je laissais passer avant. Céline sortait toujours quand je recevais mes relevés bancaires. Antoine posait des questions anodines sur mes plans financiers futurs. Tous les deux devenaient nerveux quand je mentionnais visiter le notaire pour mettre à jour mon testament. J'ai aussi remarqué qu'ils avaient commencé à inviter régulièrement un ami de Céline, appelé Thomas Mercier, un homme d'environ 40 ans, bien habillé, qui travaillait dans la finance, mais ne spécifiait jamais en faisant quoi exactement. Thomas orientait toujours la conversation vers des sujets comme la planification patrimoniale,
les fiducies familiales et l'importance de protéger les personnes âgées des décisions financières compliquées. Un soir, pendant un de ces dîners, Thomas m'a dit « Madame Françoise, avez-vous considéré établir une procuration? C'est un outil très utile pour des familles comme la vôtre. » Quel type d'outil? Eh bien, ça permettrait à Antoine de gérer vos finances si vous tombiez malade ou aviez des problèmes pour prendre des décisions complexes. J'ai 55 ans, Thomas. Mon esprit fonctionne parfaitement. Bien sûr, mais la planification préventive est toujours intelligente. Céline est intervenue. Françoise, Thomas a raison. Ma grand-mère a attendu trop longtemps, et quand elle a eu besoin d'aide, tout est devenu très compliqué. Et qu'est-il arrivé à ta grand-mère? Ai-je demandé innocemment. Céline a hésité. Elle a développé des problèmes de mémoire. Comme c'est triste. À quel âge? Dans les 70 ans et quelques. Ah, 20 ans de plus que moi. Intéressant. Le silence gênant qui a suivi m'a confirmé qu'ils essayaient de me manipuler psychologiquement. 2 semaines plus tard, Pierre m'a donné rendez-vous à nouveau au café. Il apportait un dossier épais qu'il a posé sur la table avec une expression sérieuse. Madame Durand, ce que j'ai trouvé est préoccupant. Dites-moi, votre fils et votre belle-fille n'ont pas seulement dépensé l'argent que vous leur avez prêté, ils y ont accumulé des dettes importantes qu'ils cachent soigneusement. Quel type de dette? Carte de crédit pour 50 000 €, un prêt personnel pour 65 000 de plus. Et voici le plus intéressant. Ils paient le loyer d'un appartement luxueux dans le 6e arrondissement. Comment est-ce possible? Ils vivent avec moi. Apparemment. Ils disent aux gens que vous vivez avec eux dans leur appartement. Le contrat de location est aux 2 noms. La révélation m'a laissé sans voix. Non seulement ils m'avaient volé, mais ils utilisaient ma maison comme couverture pendant qu'ils maintenaient secrètement un style de vie luxueux. Il y a plus? Oui. Pense votre projet. Thomas Mercier n'est pas juste un ami occasionnel. C'est un conseiller financier, mais spécialisé dans les cas de tutelle légale et gestion de patrimoine de personnes déclarées incapables. Incapables. Sa spécialité est d'aider les familles à obtenir le contrôle légal sur les biens de parents qui ont été déclarés mentalement incompétents. Le puzzle a commencé à s'assembler dans mon esprit. C'était pas une coïncidence que Thomas apparaisse en parlant de procuration et de problèmes de mémoire. C'était partie d'un plan plus élaboré. Pierre, que me recommandez-vous? Que vous vous prépariez pour une bataille, madame. Parce que ce que je vois ici est une conspiration pour obtenir le contrôle de votre patrimoine. Et ils ne vont pas s'arrêter jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent. Ce soir-là, pendant que je dînais en silence avec mes chers membres de famille, qui maintenaient secrètement un appartement luxueux avec mon argent volé, j'ai décidé qu'il était temps de leur montrer que Françoise Durand savait aussi garder des secrets, et les miens seraient beaucoup plus destructeurs que les leurs. J'ai décidé de les confronter, mais pas de la manière directe qu'ils attendraient. La Françoise naïve serait arrivée en criant avec les papiers de Pierre dans la main. La nouvelle Françoise était plus stratégique. Pendant le dîner du vendredi, alors que Thomas nous visitait à nouveau, j'ai lâché une bombe apparemment anodine. « Au fait, ai-je dit en servant le dessert, j'ai vérifié mes finances cette semaine. » Céline a failli s'étouffer avec son café. Antoine s'est visiblement tendu. « Ah oui, tout est en ordre !» a demandé Antoine avec une voix forcée. Eh bien, j'ai trouvé quelques divergences intéressantes. Quel type de divergence? La voix de Céline sonnait aiguë. Des retraits dont je ne me souviens pas avoir fait. De petits montants, mais qui totalisent 28 000 € sur la dernière année. Le silence à table était assourdissant. Thomas s'est éclairci la gorge. Madame Françoise, parfois en vieillissant, nous pouvons oublier de petites transactions. Vieillir. J'ai 55 ans, Thomas. Pas 82. Bien sûr, je ne voulais pas suggérer. Qu'as-tu suggéré exactement? Antoine est intervenu rapidement. Maman, peut-être c'était des urgences que tu as couvertes et que tu n'as pas notées. Des urgences. Je les ai regardées directement. Quel type d'urgence requiert des retraits de 500 à 1 000 € chaque vendredi pendant 1 an? Je ne sais pas. Mais moi, je sais. J'ai sorti mon téléphone et montré une photo que Pierre avait prise.
comme cet appartement dans le 6e arrondissement que vous louez, apparemment. Les visages d'Antoine et Céline se sont complètement décomposés. Thomas s'est levé de table. « Je crois que je devrais partir. Ça semble être une affaire de famille. Assieds-toi, Thomas. » Ma voix avait une autorité que je ne savais même pas posséder. « Ça t'inclut toi aussi, Madame Françoise Jeune. Tu es conseiller financier spécialisé dans les cas de tutelle légale. Tu croyais que je n'allais pas enquêter sur pourquoi tu es apparu soudainement dans ma maison en parlant de procuration ?» Thomas est resté silencieux. Antoine semblait sur le point de vomir. « Maman, je peux tout expliquer. Je t'écoute. L'appartement était pour avoir de l'intimité. Nous sommes jeunes mariés et vivre avec toi est parfois compliqué. » Compliqué. C'est pas ça. C'est juste que, Antoine, tu m'as volé 168 000 € entre prêts non payés et retraits non autorisés. Vous avez dépensé mon argent en maintenant une double vie et vous avez amené un spécialiste pour déclarer les gens incompétents à dîner à ma table. Céline a finalement explosé. « Nous te volons pas. Tu es notre famille. » Famille. J'ai ri amèrement. La famille ne planifie pas comment accélérer la mort de ses membres. L'expression de choc sur leur visage m'a confirmé qu'ils savaient exactement de quoi je parlais. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » a murmuré Céline. « Bien sûr que tu sais. Elle a 55 ans, elle peut vivre encore 30 ans. Nous ne pouvons pas attendre si longtemps. » Antoine a pâli. « Tu nous as entendus? Les conduits de ventilation de cette maison transportent le son directement de votre chambre à la cuisine. J'ai entendu beaucoup de conversations intéressantes. » Thomas a essayé de se lever à nouveau, mais je l'ai arrêté du regard. « Où vas-tu, Thomas? Tu ne voulais pas parler de planification patrimoniale? » Madame Françoise, c'est un malentendu. Il n'y a pas de malentendu. Vous trois avez conspiré pour me voler, me manipuler psychologiquement et apparemment chercher des moyens d'accélérer ma mort. Ce n'est pas vrai, a crié Antoine. Alors, rends-moi mon 168 000 € maintenant. Nous ne les avons pas disponibles. Bien sûr que non. Vous les avez dépensés dans votre vie secrète. Je me suis levé de table et les ai regardés tous les trois avec un calme qui m'a surprise moi-même. Vous avez deux options, leur ai-je dit. Option 1, vous me rendez chaque euro que vous m'avez volé dans un délai de 30 jours et vous quittez ma maison pour toujours. Option 2, je porte plainte pour fraude, vol et conspiration. Maman, tu ne peux pas. Je peux et je le ferai. Et Thomas, je suggère que tu t'éloignes de ma famille immédiatement ou tu feras aussi face à des accusations de conspiration pour commettre une fraude. Thomas a pratiquement couru vers la porte. Céline l'a suivi, murmurant quelque chose à propos d'obtenir des avocats. Antoine est resté assis avec la tête entre les mains. « Maman, je suis désolé. Tout est devenu incontrôlable. » Tout est devenu incontrôlable ou tout s'est passé exactement comme vous l'aviez planifié. Nous ne voulions pas que ce soit comme ça. Antoine, vous avez 30 jours. Je ne négocie pas. Cette nuit-là, pour la première fois en moi, j'ai dormi profondément. J'avais tracé la ligne de bataille. Maintenant, il ne restait qu'à voir s'ils étaient assez intelligents pour reculer ou assez stupides pour continuer. Quelque chose me disait qu'ils allaient choisir la stupidité. Les 30 jours suivants ont été une guerre silencieuse. Antoine et Céline alternaient entre me traiter avec une froideur glaciale et mes tentatives désespérées de manipulation émotionnelle. « Maman, tu détruis ta famille pour de l'argent », m'a dit Antoine un matin pendant le petit déjeuner. « Vous avez détruit cette famille quand vous avez décidé de me voler », lui ai-je répondu sans lever les yeux de mon journal. Céline a opté pour la stratégie de victime. Elle pleurait fréquemment dans des conversations téléphoniques assez hautes pour que je les entende. « Oui, maman, Françoise nous chasse de la maison. Non, nous ne pouvons rien faire. Oui, elle agit très étrangement dernièrement. Peut-être devrais-tu lui parler. Quelle actrice talentueuse. Dommage que son audience soit si limitée. Le jour 20 de mon ultimatum, j'ai reçu une visite inattendue. C'était Madame Sophie Martin, mère de Céline. « Françoise, chérie, pouvons-nous parler ?»« Bien sûr, Sophie. Entre. » Sophie était une femme élégante d'environ 60 ans, avec cette manière diplomatique de parler qu'on acquiert seulement avec des décennies de pratiques sociales. « Françoise,
Je suis inquiète de cette tension entre toi et les enfants. Les enfants, Sophie. Ta fille a 27 ans et mon fils 30. Tu vois ce que je veux dire. Céline me dit que vous avez eu quelques malentendus à propos d'argent. Malentendus. C'est comme ça que tu appelles le vol de 168 000 euros? Sophie semblait vraiment surprise. 168 000 euros? Ta fille, elle ne t'a pas dit le montant, n'est-ce pas? Elle a mentionné quelques prêts familiaux. Sophie, laisse-moi te montrer quelque chose. J'ai sorti toutes les preuves que Pierre avait rassemblées. Relevé de compte, photo de l'appartement secret, registre des dettes d'Antoine et Céline. Sophie a tout examiné en silence. Son expression a graduellement changé de confusion à choc et finalement à quelque chose qui ressemblait à de la honte. Françoise, je ne savais rien de tout ça. Ta fille, elle ne t'a pas dit qu'ils vivaient une double vie avec mon argent? Elle m'a dit qu'ils vivaient avec toi parce qu'ils économisaient pour acheter une maison. Ils économisent, mais c'est mon argent qu'ils gardent. Sophie a fermé les documents lentement. Qu'est-ce que tu vas faire? Je leur ai déjà donné 30 jours pour me rendre l'argent. Il en reste 10. Et s'ils ne peuvent pas, alors ils apprendront que les actions ont des conséquences. Françoise, je sais qu'ils ont tort, mais ils sont très jeunes. Peut-être pourrais-tu considérer. Sophie, ta fille a parlé d'accélérer ma mort, parce qu'elle ne veut pas attendre 30 ans pour hériter. Sophie est restée figée. Qu'as-tu dit? Je les ai entendus planifier comment obtenir le contrôle de mon argent plus rapidement. Ta fille voit ma vie comme un inconvénient financier. Ce ne peut pas être vrai. Tu veux que je te fasse écouter l'enregistrement? Durant les 2 semaines suivantes, Sophie a travaillé comme médiatrice non officielle. Apparemment, elle avait eu des conversations très directes avec Céline sur la responsabilité adulte et les conséquences des décisions. Antoine a commencé à vendre des choses, sa montre chère, quelques équipements électroniques, même sa voiture de sport. Mais même ainsi, au jour 30, il n'avait réuni que 95 000 euros. « Maman, c'est tout ce que nous avons pu rassembler », m'a dit Antoine en me donnant un chèque. « Pouvons-nous faire un plan de paiement pour le reste? Un plan de paiement, comme si tu étais mon client au lieu du voleur qui m'a volé? S'il te plaît, ne m'appelle pas voleur. Alors, n'agis pas comme un. Que veux-tu que nous fassions? Que nous vendions tout ce que nous avons? Tout ce que vous avez, Antoine, tout ce que vous l'avez acheté avec mon argent. Nous sommes ta famille. La famille ne vole pas, Antoine. Nous avons déjà parlé de ça. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Le lendemain, je visiterai un avocat pour formaliser les accusations criminelles. J'avais donné 30 jours de grâce, mais clairement ma générosité avait été interprétée comme de la faiblesse. Il était temps qu'ils apprennent que Françoise Durand n'était plus la femme qui se laissait marcher dessus par personne, pas même par son propre sang. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'Antoine et Céline avaient aussi pris une décision. Et leur plan était beaucoup plus sinistre que ce que j'imaginais. Le lendemain, je suis allée voir maître Caroline Petit, une avocate pénaliste que Pierre m'avait recommandée. Son bureau était dans un immeuble élégant du centre, et elle avait cette présence intimidante qui inspirait confiance. « Madame Durand, m'a-t-elle dit après avoir examiné toutes les preuves, vous avez un dossier solide pour des accusations criminelles de fraude et détournement de fonds. Quel type de procédure serions-nous en train de parler? Selon comment ils voudront se défendre, ça pourrait prendre entre 8 mois et 2 ans. Mais avec les preuves que vous avez, les chances de condamnation sont élevées. Et les conséquences pour eux? Pour des montants supérieurs à 100 000 euros, nous parlons d'entre 2 et 8 ans de prison. La réalité de ce que je considérais m'a frappé fortement. Envoyer mon propre fils en prison n'était pas quelque chose que j'avais imaginé quand tout cela a commencé. Y a-t-il des alternatives? Une restitution complète volontaire pourrait éviter le procès pénal, mais ça devrait être bientôt. Ce soir-là, je suis rentrée à la maison décidée à donner une dernière chance, mais j'ai trouvé quelque chose qui a tout changé. La maison était trop silencieuse. Antoine et Céline n'étaient pas là, ce qui était étrange parce qu'ils avaient évité de sortir pour économiser de l'argent. Je suis montée vérifier leur chambre. La porte était entr'ouverte. Quand je suis entrée, je me suis immédiatement rendu compte que des choses manquaient. Beaucoup de vêtements avaient disparu. Les tiroirs étaient pratiquement vides. Sur le bureau, j'ai trouvé plusieurs papiers qu'ils avaient laissés derrière. En les examinant, mon sang s'est glacé.
Il y avait un devis d'un avocat spécialiste en défense pour incompétence mentale du plaignant. J'ai aussi trouvé une copie d'un formulaire de demande pour évaluation psychiatrique forcée. Mais ce qui m'a le plus terrifié était une liste écrite à la main dans l'écriture de Céline. Symptômes à documenter: perte de mémoire, paranoïa, comportement erratique, accusations infondées contre la famille, décisions financières irrationnelles. À la fin de la liste, il y avait une note. Thomas dit qu'avec 3 mois de documentation, nous pouvons obtenir la tutelle. Après, tout sera à nous. Ils étaient partis, mais pas pour s'échapper. Ils étaient partis pour se regrouper et lancer une contre-attaque. Ils voulaient me déclarer mentalement incompétente pour obtenir le contrôle légal de mon argent. J'ai immédiatement appelé Caroline. Françoise, ça change tout. Ce n'est plus juste du vol. C'est une conspiration préméditée pour commettre une fraude majeure. Qu'est-ce que ça signifie? Que nous ne pouvons plus attendre. Nous devons agir immédiatement avant qu'ils n'implémentent leur plan. Que recommandez-vous? Portez plainte demain même. Et je suggère aussi que vous engagiez une protection personnelle. Protection personnelle? N'est-ce pas exagéré? Françoise, ils essaient de vous déclarer mentalement incompétente. Si ça ne fonctionne pas, ils pourraient essayer d'autre chose. Le lendemain, pendant que j'attendais au commissariat de police pour porter plainte formellement, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Françoise Duvent. Oui, ici Thomas Mercier. Je crois que nous vous parler. Nous n'avons rien à nous dire, Thomas. Au contraire, j'ai une proposition qui vous intéresse d'entendre. Quel type de proposition? Une qui vous évitera beaucoup de problèmes légaux à l'avenir. Tu me menaces? Je vous offre juste une sortie digne d'une situation compliquée. Où sont Antoine et Céline? Dans un endroit sûr, considérant les menaces que vous avez faites contre eux. Menace, exiger qu'ils me rendent l'argent qu'ils ont volé, est une menace? Madame Françoise, nous savons que dernièrement, vous avez agi de manière impulsive. Vos accusations irrationnelles, votre paranoïa croissante. Nous avons des témoins prêts à documenter votre comportement erratique. J'ai raccroché immédiatement et je suis entré dans le commissariat avec une détermination renouvelée. L'inspecteur Rousseau m'a écouté pendant 2 heures. J'ai montré toutes les preuves, les relevés bancaires, les photos de Pierre, les documents que j'avais trouvés dans leur chambre et surtout les enregistrements. Madame Durand, pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour porter plainte? M'a-t-il demandé. Parce que c'est mon fils, inspecteur. J'espérais pouvoir résoudre ça en famille. Mais maintenant, ils veulent me faire déclarer folle pour prendre tout ce qui me reste. L'inspecteur a hoché la tête gravement. Nous allons ouvrir une enquête immédiatement. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités. La police a convoqué Antoine, Céline et Thomas pour interrogatoire. Leur avocat a essayé de présenter la défense que j'étais une femme âgée confuse qui interprétait mal des transactions familiales normales. Mais Caroline était brillante. Elle a présenté non seulement mes preuves, mais aussi le témoignage de Marc Leblanc de la banque, les rapports de Pierre et surtout les documents que j'avais trouvés prouvant leur intention de me déclarer incompétente. « Votre honneur, a dit Caroline lors de l'audience préliminaire, nous ne parlons pas d'un simple conflit familial. Nous parlons d'un plan systématique et prémédité pour voler une femme parfaitement lucide, la déclarer mentalement incompétente et s'approprier son patrimoine. Le juge a examiné tous les documents et a décidé que l'affaire irait en procès complet. C'est là que nous arrivons au dîner d'anniversaire de mon petit-fils, Maxime, qui avait 5 ans ce jour-là. J'avais insisté pour organiser cette fête, malgré les objections de Caroline. « Françoise, êtes-vous sûre? Ce sera tendu avec Antoine et Céline. » Précisément pour ça, Caroline, il est temps de fermer ce chapitre. Le jour de la fête, j'ai mis mon faux plâtre. C'était l'idée de Pierre, une petite touche théâtrale pour ce qui allait suivre. Quand tout le monde s'est assis à table, Antoine, Céline, Sophie, quelques amis de la famille, j'ai raconté mon histoire sur le plâtre. J'ai vu Céline pâlir quand j'ai mentionné la petite leçon. Puis, j'ai sonné à la porte. Les inspecteurs Rousseau et Moreau sont entrés, accompagnés de Caroline. Antoine Durand et Céline Durand, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, détournement de fonds et conspiration, a annoncé l'inspecteur Rousseau. Le silence était absolu. Même Maxime, qui jouait avec ses jouets, s'est arrêté.
Maman, s'il te plaît, pas devant mon fils, a supplié Antoine. Tu aurais dû penser à ton fils avant de planifier comment accélérer ma mort, Antoine. Céline a explosé. Tu es folle! Tu détruis ta propre famille pour de l'argent. J'ai enlevé calmement mon faux plâtre. Non, Céline. Vous avez détruit cette famille quand vous avez décidé que ma vie valait moins que mon argent. Sophie pleurait silencieusement. Céline, comment as-tu pu? Maman, elle exagère tout. Nous sommes les victimes ici. L'inspecteur Rousseau a montré les documents. Madame Durand, ces listes de symptômes à documenter, ces plans pour obtenir une tutelle, c'est votre écriture? Céline est restée silencieuse. Pendant qu'ils emmenaient Antoine et Céline menottés, mon fils m'a regardé une dernière fois. Je suis désolée, maman. Je suis vraiment désolée. Moi aussi, Antoine. Moi aussi. 6 mois plus tard, le procès s'est terminé il y a 3 semaines. Antoine a accepté un accord de plaidoyer. 3 ans de prison avec sursis, restitution complète de l'argent sur 10 ans et service communautaire. Céline, considérée comme l'instigatrice principale, a reçu 2 ans de prison ferme. Thomas Mercier a perdu sa licence professionnelle et fait face à ses propres accusations criminelles. Sophie vient me voir chaque semaine maintenant. Nous prenons le thé et parlons de tout sauf de nos enfants. C'est devenu une amitié improbable, née de la trahison de nos proches. « Comment vas-tu, Françoise ?» m'a-t-elle demandé cet après-midi. Mieux j'aurais imaginé, Sophie. J'ai appris quelque chose d'important à travers tout ça. Quoi donc? Que la famille ne se définit pas par le sang, mais par le respect et l'amour véritable. J'ai perdu un fils, mais j'ai gagné ma dignité. Maxime, qui maintenant vit avec Sophie pendant que ses parents purgent leur peine, vient me visiter chaque samedi. Je lui enseigne à jouer aux échecs. Il est trop jeune pour comprendre ce qui s'est passé avec ses parents, mais un jour, quand il sera assez grand, je lui raconterai cette histoire. Je lui dirai que sa grand-mère était une idiote qui croyait que la famille était tout. Puis je lui dirai comment elle a appris que le respect de soi vaut plus que n'importe quel lien de sang. Et surtout, je lui apprendrai que même à 55 ans, il n'est jamais trop tard pour se défendre, pour être fort et pour refuser d'être une victime. Ma maison est plus silencieuse maintenant, mais c'est un silence paisible. J'ai récupéré 95 000 € et le reste viendra avec le temps. Plus important encore, j'ai récupéré quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. Moi-même. Je m'appelle Françoise Durand, j'ai 56 ans maintenant, et je ne suis plus une idiote qui croit que la famille est tout. Je suis une femme qui sait maintenant que le respect, la dignité et l'amour-propre sont tout. Et c'est une leçon qui valait chaque euro volé, chaque larme versée et chaque nuit d'insomnie.